Un lieu, c'est un espace sur lequel on peut lire l'organisation sociale. C'est en tout cas la définition que j'en ai donnée. Et l'archétype du lieu, ce serait le village africain, par exemple, dans lequel il y a des règles de résidence. Il y a des sociétés patrilocales, matrilocales, où l'on habite nécessairement auprès de son père, auprès de sa mère. Il y a des règles plus complexes que cela, avec le mariage et les enfants. Et les règles peuvent varier, mais il y a toujours des règles. Ce qui fait que c'est assez pratique pour l'ethnologue qui peut, sur la carte du village, avoir une idée de la société, du social. J'ai appelé non-lieux les espaces sur lesquels cette lecture n'est pas possible. Par exemple, une salle d'attente dans l'aéroport de Roissy ou ailleurs, il n'y a pas de lien, a priori, sauf par hasard, entre ceux qui se trouvent les uns à côté des autres. Et les non-lieux sont, d'une part, ce n'est pas une notion absolue, empirique. Ce qui est un non-lieu pour les uns peut être un lieu pour d'autres. D'autre part, c'est une notion qui n'oppose pas le bien au mal. Être dans un lieu au sens strict, ça peut être une atteinte à la liberté, à l'autonomie. On sait que les jeunes gens du 19e siècle ont parfois pensé le départ en ville depuis la campagne comme une libération. On est libéré du regard d'autrui. Donc lorsque cette lecture n'est pas possible, on est dans un non-lieu. Et je dois dire que ce qui caractérise l'époque actuelle, c'est la progression des espaces qui peuvent être qualifiés de non-lieux en ce sens, c'est-à-dire les espaces de la communication, de la circulation et de la consommation, supermarchés, où en principe, les gens ne se sont pas les uns en relation avec les autres a priori. Bien sûr, c'est encore une notion relative, puisque, par exemple, tout dépend de l'usage que l'on en fait du non-lieu. Quelqu'un qui travaille tous les jours dans un aéroport, il fait son lieu. Il y a des collègues, des amis, etc. Alors qu'un passant, un voyageur, peut avoir le sentiment d'être dans un non-lieu. Il y a donc une relativité de la notion, et je crois que c'est le couple lieu-non-lieu qui permet de caractériser le caractère plus ou moins social d'un espace. Alors une métropole, c'est évidemment un ensemble considérable, étendu, et on parle beaucoup de métropole aujourd'hui parce que les villes au sens strict, il y a une urbanisation du monde, il faut le dire. Une urbanisation, mais l'urbanisation du monde, ça signifie plusieurs choses. Il y a la ville au sens strict, avec la ville intramuros, et il y a toute cette urbanisation des voies qui entourent les villes et qui aboutit à des zones urbanisées, mais un peu non qualifiées aussi. Les métropoles sont des ensembles constitués par quelques villes et quelques-uns de ces réseaux urbains. Il y a des villes comme Los Angeles où on a du mal à trouver un centre à proprement parler. Dans une ville comme Mexico, qui est constituée par l'addition de plusieurs villages anciens, en revanche, on trouve beaucoup de vies locales dans chacun des quartiers, mais les grands centres historiques sont surtout le lieu de visite des touristes. La métropole est une notion intermédiaire, au fond, entre zones urbanisées simplement et zones définies en termes de centre et de périphérie. Ces métropoles, on peut les définir comme des villes-mondes, des villes qui représentent toute la diversité du monde, et dans la mesure où des zones sont rattachées à cette qualification sociologique, on peut dire que ce sont des lieux. Il y a
dans les métropoles des endroits qui sont plus ou moins riches, plus ou moins consacrés à des différentes activités. Il y a donc du lieu dans la métropole. On peut dire également que les gens les plus aisés du monde parcourent le monde-ville comme leur propre jardin, parce que ces métropoles sont reliées par des réseaux importants, des réseaux de voies aériennes. Il y a des gens qui considèrent qu'ils ont la chance de circuler sur ces réseaux et de considérer chacune de ces villes comme, ou chacun de ces ensembles de villes comme un lieu qui leur est familier. Cet ensemble du monde-ville, constitué par les réseaux qui relient entre eux les grands ensembles des villes-mondes, ont une réalité qui, pour la plupart des gens, est une réalité un peu fictive, une réalité d'image. On la voit à la télévision, on en entend parler. Et rares sont ceux qui la pratiquent effectivement. Donc, on pourrait dire de ce point de vue que le monde-ville, c'est le non-lieu qui sert de contexte à tout lieu possible. Alors, les centres-villes, traditionnellement, se définissent bien sûr comme le centre d'un ensemble. Et aujourd'hui, on peut dire que les fonctions du centre-ville peuvent être diminuées à cause des inventions plus récentes. Le commerce, par exemple, peut s'effectuer par Internet. Et il y a beaucoup de centres-villes dont les aspects commerciaux, par exemple, ont disparu. Les centres-villes gardent évidemment une importance politique parfois et toujours esthétique, puisque le centre est l'objet des architectures les plus recherchées. Les choses peuvent varier selon les pays. Un pays comme l'Italie est un pays qui, par sa tradition historique différente de celle de la France, a connu des villes qui étaient toutes des capitales, en somme. Ce qui fait que le centre-ville y garde une importance sensible. Les gens s'y reconnaissent, s'y retrouvent, etc. C'est peut-être moins évident en France. Il y a comme cela une existence des centres-villes qui se maintient sur un plan esthétique et social comme lieu de rencontre. Les villes qui grandissent voient se multiplier les centres. Il y a des centralités qui échappent à la définition du centre-ville stricto sensu. Et ces centralités jouent un rôle important. On voit bien dans une ville comme Paris que les activités culturelles ne sont pas simplement cantonnées au centre de la ville. Il y a même les initiatives théâtrales qui sont plutôt à la périphérie. Et ça n'est qu'un exemple. Il y a donc une vitalité de la ville qui peut échapper à la définition stricto sensu du centre. Je crois que le problème des centres-villes, si c'en est un, c'est qu'il leur faut parfois trouver une redéfinition de leur vocation. Bien sûr, il y a des centres de toutes sortes, centres universitaires, centres théâtraux, centres divers, qui au total font le centre de Paris, c'est-à-dire dans un sens non géographique du terme. Le centre social peut être non coextensif au centre géographique. Bien, les métropoles aujourd'hui se situent dans un monde qui change à toute allure, que nous appelons le monde global.
De là à s'interroger sur la signification de ces métropoles, il n'y a qu'un pas. Les métropoles constituent, je le disais tout à l'heure, la référence de tout lieu possible. C'est le contexte. C'est le contexte auquel on se réfère nécessairement. Ces métropoles correspondent aux traits constitutifs de ce que j'ai appelé la surmodernité. C'est-à-dire qu'on y voit s'affirmer les tendances qui ne sont pas postmodernes, mais hypermodernes. C'est-à-dire l'individualité, l'accélération du temps et le resserrement de l'espace. Cette surmodernité, elle caractérise les métropoles et on voit en même temps les problèmes que cela pose. Problème de surmodernité individuelle, accélération de l'idée d'individu, mais qui peut passer par la dissolution du lien social et par une expérience de la solitude qui est sensible par certains aspects. Le rétrécissement de l'espace, c'est une notion relative parce que cela veut dire que les métropoles occupent toute la place et qu'on ne distingue plus les subdivisions qui font le social. L'accélération de l'histoire, c'est l'ensemble de l'urbanisation, du mouvement d'urbanisation qui défait aussi le tissu social. On voit bien que, par exemple, dans des villes comme Carcassonne, ou des villes moyennes, je prends, comme Carcassonne ou comme d'autres, ou Avignon par exemple, on voit à l'extérieur de ces villes se constituer des grands ensembles de supermarchés où se déplace l'activité. Et alors l'ensemble fait une métropole peut-être, mais c'est un peu douteux. Et je crois que cette fragmentation de l'espace est le problème majeur de la surmodernité actuelle. Je crois que ce rôle est essentiel. Le rôle d'un conseil peut être de pallier les risques que nous avons énumérés. Il s'agit de penser à la croissance urbaine en essayant d'éviter, dans toute la mesure du possible, les travers qui s'attachent à la surmodernité active. Il y a des choses qui se déroulent à un niveau très simple. Il faut éviter les ruptures de style qui soulignent que l'on n'est plus dans la ville, mais dans la périphérie. La notion de périphérie est une notion problématique et je crois qu'un des rôles du Conseil, comme ce Conseil, c'est de veiller à ce qu'on évite les créations qui vont dans le sens d'une opposition entre périphérie et centre. Ça peut avoir des aspects purement architecturaux. L'architecte Huet faisait valoir qu'on privilégiait dans les banlieues les constructions individuelles avec pour résultat un ensemble un peu chaotique qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une ville. Et il s'interrogeait sur le fait de savoir si cette esthétique-là n'était pas en train de pénétrer dans le centre-ville au lieu que ce soit l'inverse et que le centre-ville déborde sur la périphérie. Il peut être le reflet d'un intérêt du public pour ce qu'il devient et son cadre de vie. Autrement dit,
il y a là un aspect démocratique qui est essentiel. Si la croissance de la métropole doit s'effectuer, il faut que ce soit dans le consentement et la participation de ceux qui y sont intéressés. Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'aspect extérieur et qui peut faire que, en s'appropriant ces espaces, le public en change la nature. Je pense que le rôle du conseil, de tout conseil, est de ce point de vue essentiel.